Avez-vous déjà entendu parler des grands corps de l'État? Le sujet ne fait pas souvent la une des médias, mais celles et ceux qui en font partie structurent la haute administration française. Ils ne sont pas élus, on ne les connaît pas et pourtant ils ont le pouvoir. C'est ce qu'on peut lire en quatrième de couverture de ce livre, Le clan des seigneurs de Paul-Antoine Martin. Le clan des seigneurs sort ce mercredi, je crois, aux éditions Maximilo et c'est une immersion dans la caste d'État que représenteraient les fameux grands corps de l'État. Pour en savoir plus sur ce livre et sur cette forteresse érigée au cœur de notre État, j'ai invité sur le plateau Paul-Antoine Martin, ingénieur sorti de Centrale et de Supélec, qui a occupé de nombreux postes de cadres dirigeants dans des multinationales anglo-saxonnes ou dans des établissements publics nationaux français. Il a baigné dans le petit monde des patrons, des politiques et bien entendu des hauts fonctionnaires. C'est l'entretien d'actu. Bonjour Paul-Antoine Martin. Bonjour. La première question que je voudrais vous poser est simple, elle peut même paraître ingénue, mais la réponse ne va pas de soi, donc je vous la pose. C'est quoi les grands corps de l'État? Alors, les grands corps de l'État, dans l'administration, vous avez une multitude de corps. On appelle ça les corps administratifs. Mais il existe au sommet de l'ensemble de cette multitude de corps, 3 grands corps d'État qui sont, pour les nommer, on connaît tous le corps de l'ENA, ex-ENA qui a été dissous en 2019, et 2 autres corps techniques, le corps des mines et le corps des ponts. Vous avez là, on va dire, la crème des administrateurs avec le corps de l'ENA et la crème des ingénieurs avec les 2 autres corps que je viens de citer. Ces corps sont constitués, alors pour l'ENA, des étudiants qui sortent de l'ENA, et les 2 autres corps, le corps des mines et le corps des ponts, ce sont principalement des ingénieurs qui sortent de Polytechnique ou de Normal Sup, qui viennent en fait constituer une 20aine par an pour le corps des mines et une 40aine par an pour le corps des ponts. Et vous avez là, un corps qui existe. Alors vous avez 3 corps, 3 grands corps. Excusez-moi de vous couper, c'est pas donc tous les étudiants de l'école des mines ou de l'école des ponts et chaussées qui vont faire partie de ce corps des ponts, contrairement à l'ENA. Contrairement à l'ENA, oui. Alors, à l'ENA, vous avez aussi plusieurs corps à l'intérieur, le corps de l'inspecteur des finances, etc., etc. Donc, mais vous avez le corps de l'ENA, en fait, le grand corps. Le grand corps. Et puis, vous avez les 2 autres corps techniques, ingénieurs issus, en fait, donc, que l'on appelle corps des mines et corps des ponts. Et donc, c'est ça, les grands corps de l'État. Et ce que j'ai voulu dire dans ce livre, c'est que ces personnes qui appartiennent à ces corps-là, aujourd'hui, on peut le dire comme ça, approprié l'État. Voilà. Ils existent dans toutes les structures, les plus hautes structures de l'État, et c'est ce que j'appelle dans mon livre une sorte de, ils se sont entre ces 3 grands corps d'État, pour ne pas trop se faire concurrence, ils se sont, on va dire, entendus. Ils sont partagés la bête. Et ils se sont partagés les plus beaux postes en fait de l'État. Par exemple. Eh bien, par exemple, vous allez avoir donc un domaine que j'ai pu connaître, le domaine des ports français, est principalement, composé dans la haute administration, la haute direction des ports par des ingénieurs du corps des ponts. Dans l'industrie. C'est leur chasse gardée. Alors, c'est une chasse gardée. C'est une chasse gardée, et vous employez un mot qui est excellent, parce que il me fait penser à une citation très récente de Yves Bréchet, un ancien haut commissaire à l'énergie nucléaire, qui a été auditionné par une commission parlementaire il y a environ un mois, qui essayait d'enquêter sur la souveraineté de la France en termes d'énergie. Et Yves Bréchet, à un moment donné, qui est un ancien polytechnicien, dit la chose suivante avec une certaine hargne et une colère. Et il dit il faut que les grands corps techniques de l'État préfèrent plutôt former leurs jeunes plutôt que
se comporter comme des chiens de garde, de chasse gardée. Et c'est exactement ça. Tous ces grands postes, en fait, sont, pour les uns, trustés par les corps des ponts, pour les autres, par les corps des mines, pour les autres, par l'ENA. Par exemple, on a parlé des ports qui sont trustés par le corps des ponts, mais il y a d'autres beefsteaks, d'autres sociétés d'État ou d'autres administrations qui sont trustées par d'autres corps. Alors, il y a d'autres très très bons beefsteaks. Par exemple, bien, dans la santé, vous allez avoir beaucoup d'énarques. Dans l'énergie, vous allez trouver beaucoup de corps des mines. Hein. Dans l'industrie, c'est pareil. Voilà, donc il y a une sorte de répartition des places. Une tectonique des plaques de l'influence. Une tectonique des plaques de l'influence, et on peut voir que on peut voir qu'ils ont énormément d'influence, et chacun des corps va financer un syndicat dont le but est d'augmenter l'influence du corps qui les finance. Donc vous allez avoir une sorte de... Donc l'influence, c'est quoi ? C'est être de plus en plus présent dans les cabinets ministériels, plus en plus présent dans les grands postes de direction de l'administration, etc., pour finalement que le corps devienne de plus en plus puissant. Et on voit là qu'il y a une sorte de lien très fort entre l'individu qui appartient au corps et le corps lui-même, et ils s'échangent en fait leur puissance. Alors, tout ça nous fait penser à un royaume, à des logiques de cour, effectivement, à des seigneurs, à des aristocrates. Et finalement, les grands corps de l'État ont été créés sous la monarchie. Alors, les grands corps de l'État technique ont été créés il y a 250 ans. Par contre, le corps de l'ENA, l'ENA a été créé en 1946. Ok. Alors, vous dites, votre livre, c'est un récit qui est inspiré de faits réels que vous avez vécus. Vous dites, et je vous cite, que certains personnages du récit sont empruntés à plusieurs personnes réelles, mais le récit, il est très fictionné, comme un roman à clé. Est-ce que vous avez peur des poursuites judiciaires ? Ce que j'ai voulu, c'est ne pas... c'est un livre en général sur le fonctionnement des corps, sur le fonctionnement de l'influence de ces corps et sur l'impact que ça peut avoir sur le rayonnement de la France et son efficacité. Donc, il n'y a pas de... Je ne cherche pas à stigmatiser l'un ou l'autre. Pourquoi, en fait, j'ai concaténé plusieurs personnes dans un personnage ? C'est pour une simplicité dans la fiction et simplicité dans la lecture, pour ne pas complexifier le récit. Mais il n'y a aucun risque de cette nature, quand même, un peu ? Ah bien, il y a toujours des risques. Est-ce que les grands corps de l'État s'imposent aux politiques au point de les empêcher éventuellement d'appliquer leur programme s'il ne leur convient pas ? Est-ce que, arrivé au pouvoir par le biais du suffrage universel, je peux m'affranchir des grands corps ou alors les domestiquer ? Alors c'est une excellente question, et c'est une question qui pose vraiment la question de l'état de notre démocratie. Effectivement, quand vous avez une administration qui est complètement aux mains d'un corps, quand vous arrivez et que vous êtes politique et que vous avez et que vous édictez une politique, derrière l'administration doit mettre en œuvre la politique. Elle peut le faire activement, comme elle peut le faire moins activement, avec en agissant au ralenti ou même très très au ralenti, même en transformant certaines directives. Donc il y a là effectivement un enjeu, une articulation extrêmement complexe entre le politique et la haute administration. Donc il y a effectivement un besoin chez le politique d'être proche de cette haute administration, comme vous disiez, de la soumettre quelque part. La soumettre peut-être pas, mais en tout cas la circonvenir, la séduire, et de travailler avec elle en bonne intelligence pour qu'elle fasse ce que le politique, lui, souhaite voir mis en œuvre sur le pays. Et c'est là qu'effectivement se joue un véritable enjeu pour notre démocratie. Et je parle dans notre livre que cette haute administration peut finalement jouer à la dédémocratisation de notre pays. Sans que ça se voie, ces gens ne sont pas élus, ces gens ne sont
pas visibles par tout un chacun. La grande majorité, la très très grande majorité de la population ne sait pas que ces gens existent et dans quelle dimension ils fonctionnent. Alors, qui dit grand corps de l'État dit aussi pantouflage. Je le dis parce que, effectivement, les grands corps de l'État sont d'abord au cœur de l'État. Mais ces dernières années, il y a eu de nombreux scandales, notamment des privatisations, notamment l'affaire Alstom, etc., où il y avait des personnages qui faisaient partie de ces grands corps. Et étant donné que, finalement, ils trustent des grandes entreprises d'État, si on imagine que ces grandes entreprises, en tout ou partie, sont convoitées par des multinationales du secteur privé, dans lesquelles vous avez aussi travaillé, est-ce que ça aide justement ces entreprises d'avoir, si dès lors qu'elles ont infiltré ces corps, de pouvoir justement subvertir l'intérêt public en passant par ces seigneurs? Ça crée évidemment des passerelles naturelles et immédiates, hein, puisque si une entreprise privée X vient recruter un conseiller de cabinet ministériel ou un très haut fonctionnaire dans un domaine particulier, elle acquiert immédiatement un carnet d'adresses, des relais politiques qui sont extrêmement efficaces pour faire du lobbying ou pour obtenir certains aménagements législatifs. Alors, vous parlez de personnages, et je vous cite, sans vision, opportunistes, cyniques, arrogants, manipulateurs et mercenaires. Le portrait, il est ravageur. Avez-vous des exemples qui illustrent donc ce tableau? Alors, des exemples, je ne vais pas vous donner de nom, mais des situations. Ce que j'ai voulu montrer dans ce livre, c'est la chose suivante, c'est que on a sous-titré en fait le livre par immersion dans la caste d'État. Et la notion de caste est vraiment très très importante. Qu'est-ce qu'une caste? Quand on s'intéresse à la définition du mot caste, c'est un groupe qui se distingue par ses privilèges, par son esprit d'exclusive au regard de toute personne qui n'appartiendrait pas au groupe. Donc la caste constitue un monde fermé, un univers complètement clos. Ces corps, en fait, constituent des univers clos. Et qu'est-ce que j'ai observé, moi? Quels sont les plus grands privilèges que ces gens, finalement, possèdent? Ils ne sont pas forcément matériels, ils sont immatériels, au sens où un des plus grands privilèges, à mon sens, est l'impunité. L'impunité et puis l'assurance de, en tout moment, quelles que soient les décisions, de toujours avoir un poste et de faire carrière jusqu'à la fin de la vie. Donc quand on est dans cet état d'esprit-là, il en découle naturellement une arrogance, puisque le corps est totalement fermé, il est ouvert à personne d'autre. Donc il va repousser des individus qui pourraient s'en approcher, on va dire, et il va même les repousser et créer un plafond de verre, empêcher tout intrus de rentrer dans des postes qui... Et donc des compétences. Il va éliminer des compétences. Ils vont éliminer des compétences, ils vont éliminer une autre façon de regarder les choses, d'apprécier le réel. Ils peuvent éliminer l'innovation, la créativité, etc. Et donc, ça crée un entre-soi, ces corps, qui, de fait, conduit au cynisme, conduit à l'arrogance, conduit à la suffisance et conduit à une satisfaction personnelle. Et ce que j'ai observé aussi, et là ça commence à devenir très dramatique, un manque de curiosité et une satisfaction finalement de nos propres idées. J'ai observé des gens qui savent, qui n'ont pas besoin finalement d'être contredits pour essayer d'apprendre plus. Ils savent. Et vous ne pouvez pas les contredire. Ils savent de toute façon. Ils savent entre guillemets. Et la difficulté, c'est qu'un tel comportement, un tel état d'esprit peut conduire à des décisions dans ce monde très clos, où de toute façon on ne se trompe jamais, à des décisions qui peuvent être absolument dramatiques pour un pays. Votre récit, justement, s'organise autour d'un port français, vous ne le citez pas, et les ports français qui sont justement trustés par le corps des ponts, pour des résultats assez catastrophiques, puisque vous l'écrivez, et je vous cite, en 20 ans, alors que le commerce mondial a augmenté de 100%, sur la même période, l'activité des ports français a augmenté de 0,25%. En réalité, elle a stagné.
Comment c'est possible et en quoi la caste est-elle responsable? Alors, mon livre n'est pas focalisé sur un port. Mon livre évoque plusieurs ports. Hein, et alors, il y a très peu de chiffres dans ce livre, parce que je n'ai pas voulu inonder ce livre de chiffres. Et il y en a deux. Ce sont les deux que vous avez cités. Effectivement, l'activité maritime mondiale s'est accrue de 100% entre 2000 et 2019. Et quand vous regardez l'activité des ports français, elle s'est accrue de 0,25%. Donc c'est dramatique quand on regarde ce qui se fait, par exemple, aux Pays-Bas ou en Belgique. Je cite deux ports. Le port d'Anvers, lui, a accru son activité de 83% sur la même période, et le port de Rotterdam de 43%. Il faut voir qu'un port comme Anvers a un volume d'activité aujourd'hui qui représente à lui tout seul à peu près autant, voire plus, que l'ensemble de tous les ports français. Alors, on parle assez peu des ports en France, et c'est extrêmement dommageable parce que les ports sont très structurants, à la fois du réseau de transport, très structurants de la logistique et très structurants de l'économie du pays, parce qu'ils ont une puissance au service donc des régions et au service du pays. Les ports sont très pourvoyeurs d'emplois et très pourvoyeurs de richesses. Quand vous avez un port qui stagne, c'est un port qui n'aide pas dans sa fonction à développer la région ou le pays. Quand vous voyez un port d'Anvers ou un port de Rotterdam qui se développent à une telle vitesse, qui sont devenus des véritables monstres industriels, ce sont des ports qui participent très grandement au développement de l'Allemagne, au développppement de la Hollande et de la Belgique. Alors, ce qui est curieux, c'est que pendant ce temps, Bolloré, l'industriel Vincent Bolloré, est devenu, a continué de se développer dans le secteur des ports, a conquis des ports notamment en Afrique. On a aussi CMA-CGM, qui est une société française, parce que Bolloré, là, finalement, il a cédé ses actifs en Afrique à MSC, mais en fait, on avait Bolloré et CMA-CGM, qui étaient quand même des gros acteurs français. Et finalement, il y a un peu une articulation entre ces gros acteurs français et les ports français. Alors, les acteurs que vous citez sont des clients des ports. Hein. Mais ça peut aider. Alors, ça peut aider, bien sûr, puisqu'ils apportent, en fait, du trafic. Ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est que... je vais juste donner un exemple qui est extrêmement parlant. Quel est le plus gros port d'importation de produits pour la France? Je sais pas. Eh bien, c'est le port d'Anvers. Ce qui est quand même assez incroyable, ce n'est pas un port français. Le port d'Anvers, en fait, reçoit en volume plus de ports pour l'importation en France que les autres ports français. Et en quoi, justement, la caste des ponts, en quoi la caste d'État, en quoi les grands corps sont responsables de cette stagnation qui équivaut même à une sorte de régression si on compare aux autres? C'est effectivement une régression en relatif. Pourquoi ils sont responsables? En tout cas, ils sont à la tête depuis, sur toute cette période-là. Donc ils sont de fait responsables. Moi, ce que j'ai observé, c'est un véritable manque de vision, un véritable manque de stratégie. Quand on sait que les ports ont, depuis très peu de temps, l'obligation de construire une stratégie, ça fait rêver, ça laisse rêveur de se dire que, finalement, des ports ont pu vivre pendant des années et des années sans construire de stratégie. Et pourtant, ils sont dirigés par des gens qui ont passé les meilleurs concours et qui, a priori, ont été très bien formés par le contribuable, parce que ce sont des écoles publiques. C'est exactement ça. Je vais vous donner une anecdote. J'ai eu l'occasion d'aller dans le plus grand port salon de logistique en Europe. Il se situe à Munich. Et quand on y va, c'est une véritable claque pour un Français, parce qu'il y a énormément d'entreprises de très grands gabarits. Et j'ai vécu quelque chose d'extrêmement vexant, blessant, puisqu'en arrivant sur un des stands les plus importants de ces logisticiens européens, j'ai découvert qu'ils présentaient sur l'ensemble d'une carte d'Europe, par des points, l'ensemble de ses clients. Donc il avait des clients dans tous les pays français, dans tous les pays européens, sauf en France. Et quand j'ai posé la question à ce logisticien pourquoi il n'allait pas démarcher en France, il m'a répondu que c'était à cause de la haute administration française. Il n'arrivait à rien avec eux.
Donc là, il y a quelque chose d'extrêmement grave. Ça veut dire on bride à cause du fonctionnement des ports l'économie française. Alors, vous avez parlé de l'impunité déjà qui caractérise ces grands corps, parce que notamment des hommes du corps contrôlent des hommes du corps. Peut-être c'est pour ça qu'on n'a pas compris pourquoi ça dysfonctionnait dans les ports, notamment. Alors, là, il y a une astuce extraordinaire, effectivement. Comme ils sont sur tous les postes importants de la haute administration. La haute administration a construit, et c'était tout à fait louable et intelligent, des organes de contrôle, mais qui dépendent du ministre. Et ces organes de contrôle se trouvent aussi trustés par le même corps. Ce qui fait que vous avez couramment des audits qui vont se faire entre ingénieurs du même grand corps. C'est-à-dire que celui qui est audité un jour peut devenir l'auditeur le lendemain et réciproquement. Et le pote de promo d'avant-hier. Et le pote de promo d'avant-hier, ce qui fait que ça construit une sorte de régulation plutôt très soft, en fait, dans les décisions, dans les conclusions d'audit. Et à la fin, il ne se passe pas grand-chose. Alors, je voulais savoir quel rapport entretenait le pouvoir d'Emmanuel Macron avec les grands corps de l'État. On a vu qu'il voulait les supprimer, ou du moins fusionner certains d'entre eux, en finir avec l'ENA. À cette occasion, on a d'ailleurs parlé d'une victoire des ingénieurs. Est-ce que Macron déteste les corps ? Je ne pense pas. Il a dissous. La réforme de la dissolution de l'ENA, c'est s'attaquer à l'école. Il nous faut en France des écoles d'élite. C'est une évidence. Il nous faut une haute administration de très haut niveau, avec des administrateurs de très haut niveau comme des ingénieurs de très haut niveau. Le problème, il est après l'école. Il est dans le fonctionnement, dans ce fonctionnement de caste. On peut aussi imaginer que ce sont des administrateurs qui viennent des différentes universités de France, pas forcément d'une école d'élite. Dans les autres pays, il n'y a pas les grandes écoles. Bien sûr, on peut imaginer ça, tout à fait. De toute façon, il faut créer un système qui mène au plus haut niveau certaines élites, que ça vienne d'une seule école ou de plusieurs. Ce qu'il ne faut surtout pas, c'est le système de caste et le système de cooptation. Je reviens à l'esprit dans lequel Jean Zay a pensé la création de l'ENA. Jean Zay était ministre de l'Éducation, me semble-t-il, sous le Front populaire, et il était juif. Il a été très inquiété à partir de 1939. Il a été mis en prison par la milice à partir de 1940. Et il a vu comment, à partir de 1940, toute la haute administration s'est tournée du Front populaire comme un seul homme vers le maréchal Pétain. Et a donné allégeance, finalement, au maréchal Pétain comme un seul homme. Je crois qu'il y a un seul homme qui a refusé de collaborer, de faire sermon au maréchal Pétain. Il a été immédiatement interné. Donc, quand il a vu ça, il s'est posé la question, mais pourquoi on en est arrivé là ? Et donc, il a essayé de réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait créer un système élitiste, mais qui conserverait le sens public, le sens de l'État absolument, avec des hauts fonctionnaires qui sont capables d'avoir leurs propres convictions. Et donc, et ces idées ont été reprises par le général de Gaulle et par Jean-Louis Debré, qui ont créé en 1946 l'ENA. Et à ce moment-là... Jean-Louis Debré, c'était son père. Oui, son père, excusez-moi. Et à ce moment-là, c'est Michel Debré. Et à ce moment-là, il y avait deux critères pour rentrer dans une telle école. Il y avait effectivement un niveau intellectuel élevé, mais il y avait aussi une expérience de vie. Il fallait pouvoir prouver qu'on était passé par qu'on avait vraiment vécu la vie. Avec ses souffrances, etc. Donc, et à partir de ça, on a eu cette Trente Glorieuses derrière, avec des gens extrêmement compétents et qui avaient une conviction par rapport à l'État. Et il me semble aujourd'hui qu'on en est à la troisième génération. Vous savez, ce proverbe, la première génération construit, la deuxième génération profite et la troisième génération détruit. Et je crains qu'on en soit là.
Alors, vous dites que les hommes censés résoudre les problèmes sont devenus le problème. Vous parlez de la nécessité de préparer un autre temps, mais aussi avec une autre élite, si on peut dire, comment la former, par quels moyens passer, quelle filière de formation. Alors, il nous faut une élite qui soit pas seulement, comme on dit, techno, des gens qui n'ont jamais rien vécu. Il nous faut des gens qui sont capables de comprendre, parce qu'ils l'ont vécu, la vie de tout un chacun, avec ses souffrances, ses difficultés, ses grandes difficultés. Ces gens-là n'ont pas à vivre ça. Ils sont totalement déconnectés de ce monde-là, puisqu'ils vivent dans une bulle qui leur promet tout. Alors comment essayer de renverser le système de formation? Je pense, c'est revenir à l'esprit qu'avait posé sur la table Jean Zay à l'époque. Comme dirait le général de Gaulle, vaste programme. Merci en tout cas, merci beaucoup Paul-Antoine Martin. Je rappelle que vous êtes l'auteur de ce livre, Le clan des seigneurs, immersion dans la caste d'État, édité chez Max Milo et qui sort cette semaine.